avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, nous allons parler de contraception masculine. Alors pourquoi ce sujet dans ce podcast ? Eh bien parce que quand on se parle, comme nous avons pu le faire dans les épisodes précédents, de la charge mentale, la charge du foyer, il y en a une qu'on oublie extrêmement souvent, tellement il est évident pour nous toutes et nous tous qu'elle doit être la charge des femmes, c'est la charge contraceptive. Et pourtant, qu'est-ce qui indiquerait que la partie de la population qui est fertile uniquement 4 jours par mois devrait supporter à elle seule cette charge, alors que l'autre partie de la population, c'est nous les mecs, nous sommes fertiles 365 jours par an. C'est devant ce constat que je me suis dit qu'il était important d'aborder le sujet. Pour m'aider dans cette tâche, je vais être accompagné de Fabrice, que vous connaissez sûrement par son passage chez Mademoiselle, par ses podcasts Histoire de Daron, Histoire de succès, Histoire de mec. Mais le sujet pour lui aujourd'hui, ça va être de nous parler de sa vasectomie. Et nous avons aussi Erwan, du collectif Garcon, qui milite activement pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux méthodes de contraception masculine, dites thermiques notamment. Et il va aussi pouvoir nous permettre d'en apprendre plus sur la méthode de contraception hormonale. Dans un premier temps, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse nous présenter le collectif Garcon. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors Garcon, groupe d'action et de recherche pour la contraception. On a créé l'asso il y a maintenant tout juste un peu plus d'un an. Ça s'inscrivait dans une dynamique où il y a déjà plusieurs collectifs et assos qui existent. Là, l'idée, c'était de réunir des savoirs et savoir-faire qui étaient un peu éparpillés, de les mettre en œuvre dans une même ville, de documenter tout ce qu'on faisait pour rendre ça transposable dans d'autres villes. Notre porte d'entrée, c'est les méthodes de contraception dites masculines, parce que sur les autres méthodes de contraception, il y a d'autres assos, notamment le planning familial, qui fait déjà un super boulot. Donc nous, à la base, l'idée, c'était quand même de proposer une asso qui qui implique davantage les gars pour leur propre contraception, tout en restant ouverte aux meufs, parce que elles ont une expertise sur la question. C'était important aussi qu'on puisse avoir leur retour. Et en fait, il se trouve que comme 2/3 de notre public est constitué de meufs, on a de plus en plus fait en sorte de leur proposer des activités qui les concernent directement. À savoir qu'on a un atelier couture qui, à la base, sert à pouvoir fabriquer ses propres dispositifs contraceptifs, mais aussi de parler de l'ensemble des différentes méthodes, des enjeux qu'il y a autour, d'apprendre à se servir correctement de ces dispositifs. Et très vite, on a élargi ça à la fabrication de serviettes menstruelles lavables pour éviter que les meufs se retrouvent à coudre les dispositifs contraceptifs de leurs partenaires. Et puis, du coup, voilà, en fait, il y a cette approche a beaucoup parlé, et notamment dans les présentations qu'on pouvait faire. On avait aussi un discours qui était également directement orienté aussi vers les meufs et pas que vers les mecs. Et ça a fait que cet asso qui se veut aussi être un outil où on peut mettre tout ce qui correspond à notre charte. On est vraiment très pro-choix, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens pour qu'ils aient un éventail de possibles et que chaque personne puisse faire les choix qui le ou la concernent. Nous, on est simplement là pour aider. Donc ça fait que notamment on est aussi en train de mettre en place des ateliers Mat ta chatte. Donc c'est, pour faire simple, c'est des ateliers, des cercles de parole entre meufs, et qui peuvent déboucher sur un atelier l'auto-observation, l'autogynécologie. Mais c'est génial. Ouais, ça intéresse énormément aussi. Et donc là encore, on voit qu'il y a énormément de demandes. Donc on documente les outils qu'on a utilisés pour pouvoir mettre ça en place, pour que d'autres gens puissent se les approprier et faire ça ailleurs. C'est super. Donc en plus, c'est-à-dire que vous rendez ça accessible, public. Il n'y a pas
il n'y a pas de frais à payer ou de formation à suivre payante, je veux dire, c'est ça? Non, non, bah, par exemple, sur notre Totalement atelier open. couture, nous, on explique que voilà, il y a un coût matériel, hein, puisqu'il faut fournir la matière première, il y a du matériel de Bien sûr. couture, et cetera. Et donc, on explique qu'en gros, pour 5 € par dispositif, que ce soit un dispositif contraceptif ou une serviette menstruelle, on arrive à la fois à couvrir les frais de matière première et d'entretien du matériel. Mais voilà, c'est indicatif. S'il y a des gens qui sont dans une grande précarité, qui peuvent rien donner, on sait qu'il y a d'autres gens qui vont donner davantage. Et donc, on arrive comme ça à faire tourner l'atelier. Putain, c'est fort, hein, c'est fort comme initiative, j'adore. Ouais, c'est chouette. Et si je comprends bien, pour le coup, t'as des mecs qui cousent des serviettes menstruelles, c'est ça, Alors, ils peuvent pour leur coudre des mettre? serviettes menstruelles ou elles peuvent venir directement le faire. Et c'est intéressant de pouvoir échanger des savoir-faire, mais aussi ouvrir à tout un tas de sujets de conversation qu'on va pas forcément avoir l'habitude de mener et encore moins avec des inconnus. Et ça peut aussi sortir des choses très intéressantes. À la base, l'idée, c'est vraiment que quelqu'un qui a envie de fabriquer son dispositif contraceptif, donc qu'on appelle jockstrap, puisse se le fabriquer soi-même à ses propres mesures pour se sentir bien dedans, apprenne à s'en servir correctement, comprenne vraiment tout ce que ça implique, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités vis-à-vis de soi, mais aussi de ses partenaires, et puis du développement de la méthode en général, parce il faut que ça reste crédible, et donc il faut vraiment utiliser ça correctement. Et puis aussi pouvoir personnaliser ça, hein, on essaye de laisser de la place aussi à la créativité pour que les gens se sentent vraiment bien avec le dispositif qu'ils ont fabriqué. Les jockstraps, c'est de la contraception thermique, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. C'est marrant. Alors, je vais te demander de nous expliquer parce que moi, en fait, j'ai plein de questions dessus. Je m'étais un petit peu renseigné. Et je sais que alors, tu vas pouvoir me faire le vrai du faux. Parce que pour tout te dire, en bon mec, hein, en bon mec de base, si tu veux, qui réfléchit pas trop des fois quand il parle, j'en avais parlé à ma meuf et je lui avais dit, ouais, mais bon, t'as vu, visiblement, faut y penser tous les jours, quoi. Ça doit être bien chiant. Elle m'a fait un regard, mon gars. Du genre, non, mais tu te fous de ma gueule, tu vois. Et a raison. Et a raison. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et donc, pour le coup, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est la contraception thermique, s'il te plaît? Mhm. Et je te donne déjà les petites billes, moi, que j'ai de questions, parce que les questions que je me suis posées, c'est est-ce que si je l'oublie un jour, c'est dramatique? Est-ce que tout s'arrête? Est-ce qu'il faut tout reprendre? Pour le coup, est-ce qu'il faut tout reprendre? Parce que ça prend du temps, apparemment. Voilà, c'est des petites questions comme ça, tu vois, Mhm. mais je pense que tu as l'habitude qu'on te les pose, donc Ouais, ouais. explique-nous, s'il te plaît. Alors, bon, déjà à savoir, on a mis sur notre site internet garcon.link un petit dessin animé qui montre comment est-ce qu'on enfile ça, comment est-ce qu'on le retire. On a également mis des vidéos pour les gens qui veulent vraiment voir un peu plus que ça encore, où on montre comment, en fait, dans tous les cas, quel que soit le dispositif, en gros, on va avoir un anneau dans lequel on passe la verge. Ensuite, on va faire glisser le scrotum dans cet anneau. Les testicules n'ont pas la place de passer puisqu'il y a déjà la verge, et donc ça les oblige à remonter un peu plus haut dans ce qu'on appelle les canaux inguinaux. Et donc ça vient se situer voilà, à la base de la verge, derrière les poils pubiens. Et donc à cet endroit-là, les testicules se retrouvent à être à 36-37 degrés Celsius, alors que d'habitude dans le scrotum c'est plutôt à 34. Et donc si on les chauffe comme ça légèrement tous les jours, pendant au moins 3 mois, 15 heures par tranche de 24 heures, de préférence les heures d'éveil, c'est-à-dire du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, ben là on arrête la production de spermatozoïdes, ou en tout cas on la ralentit tellement fortement que le peu de spermatozoïdes qui peut rester sont complètement trop peu nombreux pour qu'il puisse y avoir fécondation. Donc il y a un slip qui a été proposé par le docteur Mieuxet, et il essaye d'industrialiser la fabrication pour pouvoir faire un essai clinique à grande échelle, à l'échelle européenne, pour pouvoir en faire un dispositif médical reconnu. En attendant, comme tout ça, ça prend du temps, ben, il y a un collectif breton, les Thomas Boulou, qui ont travaillé sur de l'autofabrication, et c'est comme ça qu'on est arrivé au jockstrap, que nous, on est en train de rendre de plus en plus accessible en proposant de mettre en place dans la ville où vous êtes un atelier couture. On vous accompagne pour mettre ça en place.
Et puis, il y a un infirmier qui propose un anneau en silicone qui repose sur le même principe, hein, et qui lui est maintenu simplement par adhérence du silicone sur la peau. Et donc, chacun de ces dispositifs a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, le jockstrap, il faut le fabriquer. Alors certes, ça peut rebuter a priori, sauf qu'en fait, c'est quand même super intéressant de pouvoir déjà avoir une grosse autonomie là-dessus, d'une part, parce que vous tomberez pas en rade, vous saurez comment vous en fabriquer un s'il y a besoin. Ensuite, ça permet de vraiment de pouvoir prendre le temps, de bien apprendre à s'en servir, de comprendre tout ce qu'il y a derrière, d'être en contact avec des gens qui utilisent déjà. Et ça, je pense que c'est vraiment super important. D'avoir un dispositif vraiment sur mesure dans lequel vous allez vous sentir bien, parce que comme vous allez le porter tous les jours, toute la journée, c'est vraiment important de se sentir bien avec ça. L'anneau en silicone, justement, on voit qu'il est beaucoup plébiscité. Il y a beaucoup de gens qui se sont précipités dessus, et ça peut vraiment poser des difficultés. Nous, les retours qu'on a, c'est des gens qui n'ont pas lu les informations qui vont avec notamment, il faut pas l'utiliser si on a une torsion du cordon spermatique. Là, voilà, il y a quelques jours, on avait quelqu'un qui dit, en fait, j'ai commencé à l'utiliser, ça me fait super mal, torsion du cordon spermatique, il faut surtout pas, quoi. Donc, il y a un problème d'accompagnement avec l'anneau. Le fait aussi que, en fonction des anatomies, ça va tenir plus ou moins bien. Donc, moi, par exemple, je l'utilise un petit peu, cet anneau, mais seulement le matin, quand je commence à me réveiller, que je somnole encore et que je suis dans mon lit. Je bouge pas trop. Il est facile à enfiler et c'est bien pour démarrer très tôt, mes 15 heures. Par contre, la journée, avec le frottement des vêtements, tout ça, il redescend un petit peu. Les testicules redescendent également, sont moins bien chauffés, donc je ne l'utilise pas en journée. C'est pas grave, moi j'ai mon jockstrap qui me maintient très bien, avec lequel je suis très à l'aise. Il faudrait surtout pas que des gens pour qui ça tient pas bien soient tentés d'utiliser un anneau plus petit, parce que ça risque du coup de comprimer toute la vascularisation de la verge. Et quand on fait ça tous les jours, toute la journée, à long terme. Et puis il y a aussi le fait que le silicone, ça n'évacue pas bien la transpiration, donc on a des retours de gens qui ont des problèmes cutanés, qui essayent de mettre des crèmes hydratantes pour régler le problème. Mais enfin voilà, clairement ça a l'air plus simple d'acheter un objet tout fait sur internet, qui a l'air hyper sexy, hyper pratique à utiliser. Dans les faits, c'est bien de pouvoir jongler avec les dispositifs. Moi je suis très content d'avoir le jockstrap en journée, l'anneau pour le matin, et c'est un peu comme les meufs qui jonglent entre les différents dispositifs quand elles ont leurs règles. C'est bien des fois d'avoir une moon cup, des fois c'est plus intéressant une serviette, un tampon, etc. Ça dépend vraiment des situations et des personnes. Donc c'est vraiment bien d'essayer les dispositifs et d'apprendre à jongler avec ce qui existe pour trouver ce qui s'intègre bien dans le quotidien. C'est ultra intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, Fabrice. C'est beau 2020, j'allais dire, tu vois. Ah non, mais Ce qui est dramatique, c'est que je pense que c'est un système qui existe depuis super longtemps, mais que personne n'en a jamais parlé avant, quoi. Alors, le docteur Mieuxet, lui, ça fait plusieurs décennies, hein. Cette idée-là, elle date de la fin des années 70, tout début des années 80. L'idée était là. Après, on manquait pas mal de recul. Et donc, il fallait vérifier que ça pouvait être efficace, réversible, trouver des dispositifs confortables, pas trop compliqués à fabriquer. Tout ça, ça a pris beaucoup de temps, d'autant plus que il a eu très peu de moyens pour faire tout ça. Donc, même si l'idée existe, ça a été long à développer. Et clairement, là, les collectifs bretons, ça fait déjà plusieurs années qu'ils bossent sur les différents dispositifs. Ça date d'il y a 1 an, le fait d'avoir vraiment un dispositif vraiment facile à fabriquer, qui s'ajuste facilement, etc. Il a fallu qu'on gagne un petit peu en savoir-faire là-dessus. Merci Ouais, les c'est tout Bretons. neuf, quoi. C'est tout neuf, quoi. Non, mais c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Et pour le coup, ma question sur l'utilisation, c'est donc j'oublie de le mettre un jour. Qu'est-ce qui se passe? Alors, aujourd'hui, le docteur Mieuxet, il est hyper prudent. Et il dit, voilà, moi, avec les essais que j'ai pu faire, je ne garantis l'efficacité du protocole que si on se tient
à 15 heures par tranche de 24 heures pendant les heures d'éveil, et qu'on fait ça vraiment tous les jours. Mhm. Sans doute que certaines personnes peuvent réussir à avoir ce seuil contraceptif en étant moins rigoureuses sur ce protocole, sachant quand même qu'il a constaté que dès qu'on passe en dessous de 14 heures, là, il y a vraiment quelque chose qui se remet en route. D'accord. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas jouer avec ce nombre d'heures. C'est vraiment un élément déterminant pour la réussite de la méthode. Il y a des gens qui se disent « Ouais, mais moi, la nuit, je le sentirai moins. » Et du coup, je préfère utiliser d'abord essentiellement les heures de nuit et compléter avec les heures d'éveil. C'est pas bon. C'est pas bon parce que naturellement, la température des testicules augmente la nuit. Donc, l'effet contraceptif est moindre. Ah, En plus, ok. si pour une raison ou pour une autre, dans la nuit, le dispositif bouge ou qu'on le retire sans s'en rendre compte, ça peut arriver. Moi, j'ai fait des Ouais. tests, je me suis rendu compte que ça arrive. On ne sait pas combien d'heures on a loupé. Et donc voilà, tout ça, ça peut vraiment poser des vrais problèmes. Il vaut mieux trouver une manière de faire qui fait que pendant les heures d'éveil, on se sent bien et se tenir à ça. D'autant plus que clairement, moi par expérience, je le vis beaucoup mieux pendant les heures d'éveil parce que de toute façon, la journée, j'ai des vêtements qui vont frotter sur moi, mon cerveau il est stimulé par plein d'autres choses, ce qui fait que en fait, ça passe complètement inaperçu ce dispositif en journée. Alors que la nuit, ben, notre corps il est beaucoup moins stimulé, notre cerveau il peut être très attentif à ça et la moindre petite perturbation, on va y être beaucoup plus sensible. Donc voilà, en fait, on a des idées préconçues en se disant ça va être plus compliqué la nuit, plus compliqué la journée, plus simple la nuit. En fait, c'est exactement le contraire. Donc, il faut vraiment, plutôt que de projeter des a priori, il faut tester le truc. Si on se sent bien avec, tant mieux. Si c'est pas le cas, on peut retravailler un petit peu les dispositifs. Si ça suffit pas, il faut changer de méthode. Mais si on n'est pas à l'aise avec ce protocole-là et qu'on essaye de mettre les choses un peu à notre sauce, eh bien en fait, c'est nos partenaires qui peuvent, qui peuvent Ouais. avoir, qui peuvent essuyer les plâtres. Parce qu'en plus, il faut savoir quand faire des spermogrammes. Il suffit pas d'avoir fait un spermogramme à un moment pour savoir que ça fonctionne bien. En fait, voilà, on évite de jouer avec la limite. Ce que dit le docteur Mieux, c'est que si on oublie, si on ne peut pas avoir toutes ces heures à un moment, eh bien, ce qui arrive pas, hein, j'en parlerai après, mais ça n'arrive pas. Si c'est ça, eh ben, on va utiliser un autre mode de contraception pendant un mois, refaire un spermogramme de contrôle. Si on est D'accord. passé sous le seuil contraceptif, c'est bon. Mais en vrai, ça n'arrive pas. Moi, ça fait 4 ans que je l'utilise tous les jours. J'ai un ami qui l'utilise depuis 8 ans. Toutes les personnes que je connais, ça ne leur arrive pas. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on intègre dans notre quotidien. C'est tous les jours, en fait, on s'habille. Enfin, c'est moins compliqué que d'enfiler un sous-vêtement le matin et de le retirer le soir que de penser à un moment de la journée d'avaler une pilule. Eh oui. Après, vous allez me dire, ouais, mais voilà, j'ai fait une grosse chouille, le lendemain, j'ai la tête en vrac, je me réveille pas. Et ben, dans ce cas-là, retirez pas votre dispositif, dormez toute la nuit avec s'il faut. De toute manière, vous êtes parti à l'ouest, vous n'allez pas le sentir, vous vous réveillerez avec, vous aurez vos heures. Et puis voilà, moi, ma partenaire, elle a appris à m'enfiler l'anneau en silicone. Donc voilà, ça arrive qu'elle voit que j'ai besoin de dormir le matin, et ben elle me l'enfile, elle regarde l'heure, et c'est parti, quoi. Donc ça aussi, Ah, j'allais ça dire c'est quand t'es permet trop torché, mais non, c'est bon. J'allais dire c'est quand t'es trop torché, non, c'est bon. Ça peut marcher aussi comme ça. Ça peut marcher. Ça peut marcher, ouais. Mais c'est juste une autre habitude, en fait, tout simplement. Ouais. Mais je pense que votre plus gros défi, c'est d'aller justement à l'encontre de préjugés qui datent de centaines de milliers d'années, quoi. Et effectivement, où tu te dis, bah, la contraception, c'est pas un truc de mec. Là, d'un coup d'un seul, ça finit par redevenir un truc de mec où tu te retrouves à avoir une responsabilité dans la contraception, tout simplement, quoi. Non, mais c'est ça. Tu vois, moi, Faut c'est être calme. exactement le truc que je suis en train de dire, c'est que j'ai du mal à me projeter, mais parce que je suis tellement, tu vois, on m'a tellement construit dans ma tête. J'ai pas les câblages encore, tu vois, donc Ouais. il faut. Mais par contre, ça me donne grave envie ce que tu dis. Mais tu vois, comme j'ai pas les câblages, il faut vraiment se dire, allez, mais c'est juste enfiler un caleçon. Enfin, tu vois, c'est ce que je me dis. Tu t'habilles tous les matins, tu le disais tout à l'heure, Fab. Tu t'habilles tous les matins, tu le disais aussi, Erwan. Enfin, c'est aussi simple que ça. Question très pratico-pratique.
qui m'est venu là pendant que tu parlais. Et au niveau d'éléments un petit peu plus occasionnels ou saisonniers, comme la plage, comme la piscine, comment ça se passe avec un jockstrap, avec cette méthode-là? Alors le jockstrap, il peut tout à fait se conserver quand on va se baigner parce que c'est que du tissu synthétique et puis il y a un petit l'anneau, on le fait avec une chaussette qui est roulée, qui elle est en coton. Mais en vrai, voilà. Personnellement, moi, ça me dérange pas. S'il y a des gens que ça dérange, c'est facile d'avoir un autre jockstrap de rechange et du coup de pouvoir se changer le temps qu'il sèche vraiment complètement. Il y en a qui aiment bien utiliser l'anneau en silicone aussi. Là aussi, à voir, parce que le fait que ce soit mouillé, il peut avoir tendance à moins bien tenir, mais ça dépend vraiment des personnes. Il faut vraiment essayer comme je disais tout à l'heure, il faut essayer les dispositifs, trouver ce qui nous convient. En tout cas, voilà. Moi, pour le moment, j'ai pas encore de retour de personnes qui n'ont pas trouvé de solution simple par rapport à ça. Franchement, je pense que c'est carrément moins compliqué d'intégrer ça dans notre quotidien que les femmes qui se débrouillent pour jongler avec leur dispositif menstruel. Ah non, mais ça, je te rejoins. Hein. En fait, si tu veux, c'est qu'en même temps, quand tu commences à imaginer, moi, je t'explique ce qui se passe dans ma tête, c'est quand tu commences à imaginer la gymnastique, tu vois, là, que ça me demande, je me dis aussi, putain, mais ma femme, elle subit ça depuis 15, 20, 30 ans. Enfin, tu vois, c'est Écoute, ouf, en fait, de se rendre compte de ça, tu vois. je vois que tu as des lunettes. Moi, ça fait 30 ans que je suis censé porter des lunettes, 30 ans que j'y arrive pas. Bon, là, vu mon âge, je vais essayer, je vais aller chez l'ophtalmo demain. Mais pour moi, les lunettes, c'est hyper compliqué à intégrer dans le quotidien, vraiment. Ouais. Et ben clairement, voilà, moi qui suis très réfractaire à ce genre de choses, je suis incapable de porter une montre, des bijoux, etc. Pour moi, c'est vraiment la galère, quoi. Le jockstrap, c'est hyper facile. Et quand on veut, pour le coup, redevenir fécond, Mm. on l'est sous quel délai? Comment ça se passe? Alors, Tu parlais aussi de passer des spermogrammes, je crois. Ouais. Il faut considérer qu'on est de nouveau potentiellement fécond tout de suite. Ok. Là, il faudrait que je rentre un peu plus dans les détails. Même si on est potentiellement fécond tout de suite, il faut utiliser un autre mode de contraception pendant les 3 mois qui suivent l'arrêt. Parce que les premiers spermatozoïdes qui sont fabriqués, on n'a pas eu la possibilité pour le moment de faire des études pour savoir si la qualité de l'ADN de ces premiers spermatozoïdes est suffisante. Donc, dans le doute, par précaution, on va laisser passer un cycle de fabrication de spermatozoïdes qui dure 3 mois. D'accord. Et donc voilà. Après, il est arrivé justement il y a déjà un bon nombre d'années, au cours des premiers essais, qu'il y a un couple qui n'est pas justement bien compris ce protocole de sortie. Ils pensaient justement continuer à pouvoir bénéficier de cet effet contraceptif pendant les 3 mois qui suivaient. Donc ils n'ont pas pris de précaution. Il y a eu une grossesse qui a été déclenchée. Et elle a été poursuivie et la gamine qui est née se porte très bien. Mais on ne sait pas si ce serait le cas pour tout le monde. Pour tout le monde, Voilà. ouais. Donc, pour le moment, par précaution, pendant 3 mois, on utilise autre chose. Comme des fois, on aime bien utiliser des mots compliqués, on n'a pas d'études longitudinales sur le sujet. C'est ça. Et après, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, un bonhomme qui a une spermatogénèse qui fonctionne bien, il a plus de 20 millions de spermatozoïdes par millilitre. Ça peut monter jusqu'à 150, 200 millions. En tout cas, voilà, il en a plus de 20 millions. Et peu importe justement qu'il en ait 40 ou 120 millions, dès qu'on passe les 20 millions, tout le monde est fertile à peu près de la même manière. Ça veut dire qu'on va passer tous à peu près le même temps à essayer sous la couette de déclencher une grossesse. Ça va rien changer qu'on ait 40 ou 120 millions. Quand on passe en dessous des 20 millions, c'est là où ça va mettre un petit peu plus longtemps avant de réussir à déclencher une grossesse. Et en dessous de 3 millions, l'OMS considère qu'on n'arrivera pas à procréer sans une assistance médicale. Le contraceptif, là qu'on pose, il est à moins d'1 million de spermatozoïdes mobiles par millilitre de sperme. D'accord ? Donc on prend une précaution supplémentaire par rapport au seuil d'infertilité défini par l'OMS. D'accord ? Par l'OMS. Quand on va arrêter de porter le dispositif, la spermatogénèse, elle va pas reprendre en un claquement de doigts et tout de suite à fond. Ça va remonter plus ou moins vite d'une personne à l'autre, donc on va passer par 4, 10, 15 millions. Et donc, pendant cette transition-là, on va être un peu moins fertile, mais fertile quand même. C'est pour ça qu'il faut considérer tout de suite qu'on redevient fertile.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a quand même une chance de potentiellement être fécond, donc vaut mieux si ce qu'on cherche, c'est justement à ne pas procréer, faut mieux pas prendre de risques et passer sur un autre mode de contraception. Et même si on veut OK. procréer, comme je disais, il vaut mieux laisser passer ces 3 mois Ah oui, dans pour être l'attente. sûr d'avoir le Voilà, dans l'attente pour d'avoir être sûr fait d'avoir le des bon ADN. études. Ouais, c'est ça. Ouais, super. On va se parler un peu de chirurgie avec Fabrice, Quelle joie. qui lui a connu un autre mode de contraception, enfin qui connaît un autre mode de contraception, qui est la vasectomie. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout, comment se prend la décision, et puis après comment ça se passe, parce que c'est le grand mystère pour moi. Alors en fait, à la base, l'envie de faire une vasectomie, il y avait un peu un côté, très personnel qui était vraiment de l'idée de fermer la boutique, tu vois? De dire: «OK, en fait, c'est bon, j'ai 2 enfants, Ça suffit, quoi. j'en veux plus», tu vois? OK. Et donc ça date d'il y a, je sais pas, peut-être, 6-7 ans, tu vois? Cette envie-là. J'avais, un de mes très bons amis, en fait, qui s'était, remis en couple, après un divorce avec une, jeune femme plus jeune que lui et en fait, ça m'avait assez fasciné de voir à quel point, l'enfant entre eux alors que lui, il en avait plus envie, tu vois? Et il avait des grands-enfants, mais forcément, c'était un sujet entre eux et c'était normal, quoi et en fait, je me suis dit: «OK, si un jour ça m'arrive, je veux pas du tout vivre ce truc-là. En fait, je veux que ce soit plus un problème», tu vois? C'est-à-dire que tu vas me prendre, et tu vas me prendre avec le package global qui est, bah, en fait, je tire à blanc. Voilà, ça fait partie de moi. C'est comme ça que je suis. OK. Hem, donc en fait, j'ai commencé à me renseigner un petit peu. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la vasectomie, c'est pas vraiment une méthode de contraception, c'est plutôt une méthode de stérilisation parce que, si tu le prends comme une méthode de contraception, il y a des risques en fait, hein, comment dire? La réversibilité, elle est pas assurée du tout, du tout. Alors je sais plus, il y a des chiffres, mais je les ai plus exactement. D'ailleurs, je les ai jamais fait vraiment. Enfin, je me suis pas dit: «Je vais faire une vasectomie». Dans l'idée, je vais passer, à nouveau sur le billard pour l'inverser. Ça m'a jamais vraiment traversé l'esprit. Mais je pense que c'est possible, mais il faut pas trop compter dessus. En tout cas, c'est ce que le chirurgien m'avait dit à l'époque. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, dans un je l'ai je en fait, en gros, la loi t'oblige dans ce genre de pratique à avoir, un premier rendez-vous avec, un chirurgien urologue, et à respecter un délai de 4 mois de délai de réflexion légale, Ah ouais. entre le moment où tu as ton premier rendez-vous et le moment où tu peux effectivement passer sur le billard pour, une raison, simple qui est, bah, qu'en fait, comme c'est une stérilisation, on veut à tout prix, Mmh. t'obliger à vraiment réfléchir. Alors, je trouve que c'est, intéressant sans doute, pour, bah, je pense et notamment peut-être pour des gens qui ont pas encore, eu d'enfants, tu vois? Mais j'ai un peu la sensation que quand tu arrives et que tu as, je sais pas, 40 balais et que tu dis: «Bon, bah, j'ai eu 2 enfants», il y a un côté un peu infantilisant et en fait, d'autant plus que en fait, ces fameux 4 mois, je pense que ça m'a appuyé sur un truc fou, c'est qu'en fait, j'ai eu avec le recul, j'ai eu cette trouille. J'ai eu peur, en fait, tu vois, de passer sur Et le ouais. passer sur le billard. Le mec m'a montré exactement où il allait inciser et cetera, ce qui est vraiment cool en soi. Mais vraiment, sur le moment, je me suis dit: «Ah OK, c'est donc ça, il va littéralement me couper, sur le côté des testicules», n'est-ce pas? Il y a un côté un peu impressionnant. Alors que je pense avec le recul que si j'y étais allé, bah, aux US par exemple, ça se passe comme ça, tu te pointes et en gros ça dure un quart d'heure, vraiment c'est super rapide l'intervention, mais tu te pointes, tu fais, comme si tu te faisais un détartrage quoi, tu vois? Tu repars de là, c'est nickel. Et je pense que si ça m'avait, comment dire? S'il m'avait fait, ça, j'aurais pas attendu. Je pensais avoir attendu 2 ans, mais en vrai j'ai vraiment réfléchi, j'ai attendu 4 ans entre le moment où, j'ai décidé d'y aller, enfin entre mon premier rendez-vous et le moment où j'ai décidé d'y aller. Hem Et en fait, entre-temps, il s'est passé un truc intéressant, c'est que, bah, j'ai découvert notamment sur Mademoiselle tout l'aspect de charge mentale autour de la contraception et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit: «Bah, ça peut aussi être, l'occasion de partager, avec ma femme, cette charge de la contraception où elle aura, comment dire? Pris toute cette charge-là pendant, on va dire, la première moitié de notre vie. Mmh. Bah, pourquoi pas, une fois que les enfants, sont terminés, se dire: «Bon, bah, let's go, on y va, quoi, c'est à mon tour de prendre la suite». En fait, ce qui est amusant, c'est que,
j'ai fini par y aller aussi parce que sa gyné en fait, elle en parlait tous les ans à sa gynéco avant de parce qu'elle portait un stérilet. Hem, Elle en parlait tous les ans à sa gynéco et sa gynéco, je pense vraiment la dernière année, elle lui a dit un truc du style: «Bon, bah, j'imagine qu'on compte pas sur monsieur pour la vasectomie». Et en fait, elle m'a raconté ça et j'ai un peu été piqué au vif en me disant: «Putain, mais c'est OK, mais c'est vrai que je laisse traîner ce truc». Alors la première année, c'était pour plein de bonnes raisons, j'avais vraiment d'autres choses à faire que d'y aller. Alors qu'en fait, en plus, avec le recul, vraiment, c'est tellement rien du tout que j'aurais juste dû dire: «OK, tu prends rendez-vous tel jour, telle heure, pour dans 4 mois» et puis voilà, comme ça, c'est fait, quoi. Mmh. Je sais pas, j'avais vraiment cette appréhension et donc ouais, au final, j'ai décidé, début de l'année 2000, fin d'année 2018, de prendre rendez-vous pour début d'année 2019. Donc en gros, début février 2019, je suis passé sur le billard. Mais en fait, quand je dis passer sur le billard, vraiment, déjà, c'est local. Donc c'est une anesthésie locale. Tu te pointes, comme si, je te dis, comme si tu allais te faire, un détartrage ou, que tu allais te faire, mettre un plombage sur les dents, quoi. Alors certes, c'est un peu plus enfin, tu vois, il met un champ stérile et cetera. Je sais pas si tu as lu, j'ai écrit un article sur Rocky, je sais pas si tu l'as lu, Cédric, mais Alors, je ne l'ai pas lu. c'est assez, c'est assez étonnant en fait parce que donc, tu te retrouves avec une infirmière qui est en train de te badigeonner, la bite de bétadine si tu veux et elle, d'un autre côté, elle est vraiment dans ce truc de: «Alors comment ça se passe? Vous êtes venus comment? Vous êtes venus en voiture ou machin?» Et tu te dis: «Bon bah c'est étrange vraiment comme sensation». Hem, Après le chirurgien se pointe et vraiment il y en a pour un quart d'heure. Donc déjà, bon, l'idée de se faire piquer les couilles, c'est quand même un truc un peu particulier, si tu veux. Mais bon, en fait, c'est une piqûre, tu vois? Donc, il te dit, bah, respire un grand coup, 1, 2. En fait, il me dit: «Pique à 3» et en fait, ce connard-là, il pique à 2, bien sûr. Heu, le truc après, c'est qu'effectivement, je l'ai un peu senti. Comment dire? 1 couille sur 2, c'était nickel, vraiment. La deuxième couille, c'était plus tendu parce qu'en fait, je savais qu'il allait me refaire exactement la même chose de l'autre Et côté, ouais. tu vois? Et je pense que l'appréhension est montée et ça m'avait fait exactement pareil avec les yeux. En fait, je m'étais d'abord fait opérer de l'œil droit et puis après de l'œil gauche et en fait, sur l'œil gauche, j'avais une appréhension en sachant un petit peu où j'allais, quoi et en fait, après coup, le chirurgien m'a demandé, si ça valait la peine de faire une chirurgie, enfin une anesthésie, générale. Ce qui est une vraie question, en fait, parce que quoi qu'il arrive, c'est un truc je pense que tu peux pas ne pas te souvenir de ce qui s'est passé, tu vois, ce jour-là. J'ai Ouais, ça, j'ai j'imagine bien que tu t'en rappelles, ouais. j'ai eu un peu ce truc de: «Est-ce que j'aurais préféré ne pas me souvenir de ce que ça fait, en fait?» Parce que lui, il me dit, «Bah, ça va un peu vous tirer dans le ventre» et alors moi, clairement, non, je lui disais: «Non, en fait, ça me tire pas dans le ventre, ça me tire vraiment dans les couilles, quoi» et je Ouais. pense qu'on a aussi, toute une forme de sacralisation des testicules, tu vois? Il faut pas y toucher, c'est très fragile et cetera et en gros, c'était moi, je suis sorti de là donc nickel, vraiment. Pendant 24 heures, j'ai rien senti, vraiment, c'était très cool. J'ai eu un tout petit bleu en fait, au niveau de chaque côté parce que au niveau de chaque incision. Mais en fait, c'est après ces 24 heures-là que ça a commencé à se réveiller et effectivement, j'avais une gêne en fait, pendant, on va dire pendant une grosse semaine en fait, tu vois? C'est-à-dire que Mmh tu mh. tu mais peut-être c'est que juste psychosomatique, j'en sais rien, mais tu sais, tu as cette sensation-là où si tu te tiens droit, ça te tire dans les couilles. Alors que si tu marches un peu plus plié comme ça va, ça va nickel. Ouais, Hem, c'est peut-être ton esprit qui te joue des tours, hein, qui sait, mais je pense en plus avec le recul, hein, tu vois? Parce que l'autre truc, c'est que, bah, j'ai perdu mon associé, en fait, une semaine plus tard, qui est mort d'un arrêt cardiaque, donc vraiment, une mort très rapide et soudaine et pas du tout, prévue et d'un coup, d'un seul, en fait, j'avais plus mal aux couilles, tu vois? Parce que j'avais d'autres choses ah à ouais, bah, gérer ouais. à ce moment-là. Donc je pense vraiment que c'était psychosomatique, tu vois? Parce qu'après ça a été nickel. Vraiment, c'était cool. Donc voilà et en fait, depuis, bah, ce qu'il faut que tu fasses après, c'est que tu fasses, 3 mois plus tard, il faut que tu fasses un spermogramme
Et normalement, après les 3 mois, en fait, si ton spermogramme se révèle être négatif, ou en tout cas suffisamment faible en spermatozoïdes, ça veut dire que l'opération a marché et que tu peux vaquer à tes occupations sans plus jamais faire d'enfant. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Alors ça m'intéresse aussi parce qu'en fait, moi, pour tout vous dire, une fois qu'on sera OK avec ma compagne sur le fait qu'on a le nombre d'enfants qu'il faut, c'est quelque chose que je veux faire. Parce que même si j'ai énormément peur des aiguilles chirurgiens, Vraiment, les mecs, et je tout te ça. jure. Non, ouais, c'est ça. Les mecs, des fois, c'est pas possible, hein. Mais il y a une autre question et que je te poserai aussi après, Erwan, pour le coup, parce que là maintenant, j'ai d'autres questions qui sont plus qu'il faut poser, je pense, parce que d'autres personnes peuvent les poser, enfin peuvent ne pas oser les poser. C'est niveau érection, niveau éjaculation, comment ça se passe? Fabrice, si tu peux commencer à répondre, est-ce que tout marche bien comme avant? Tout fonctionne à merveille, et je pense que c'est l'un des trucs aussi qui fait peur sans doute aux mecs, c'est qu'en fait, ton sperme, en fait, ne change pas du tout de à quoi il ressemble d'habitude. C'est juste, il y a plus, alors je sais plus combien c'est genre, 0,8 de comment dire? Du sperme contient les spermatozoïdes, en fait, et donc tu as plus cette part-là, mais qui c'est invisible à l'œil nu, quoi, tu vois? Alors après, j'ai pas inspecté T'es mon pas allé sperme compter? à la loupe comme ça, tu vois? J'ai pas fait ça, mais en fait, non, non, il y a pas de problème particulier. Peut-être pendant, tu vois, pendant quelques semaines, après l'opération, j'avais une petite gêne et tout, mais après moi, ça m'a fait découvrir un truc aussi fou, c'est que que je ne connaissais pas et qu'il faut vraiment partager au plus grand nombre, c'est que, et ça, j'ai découvert ça à 40 ans, mais quelle andouille! En fait, je me suis dit que c'était important de sécher mes fils, tu vois? Parce qu'en fait, tu as des fils qui finissent par tomber tout seuls au bout de 15 jours, je pense. Ouais. Et en fait, pour sécher mes fils, j'ai découvert le sèche-cheveux sur les couilles, qui est vraiment le meilleur truc au monde. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas découvert ça auparavant, mais vraiment, je vous le conseille. Je ne sais pas si vous faites ça, vous, de votre côté, mais moi, je savais pas. Non. C'est trop bien. C'est fabuleux. N'hésitez pas. En sortant de la douche, un petit coup de sèche-cheveux sur les couilles, franchement, c'est la belle vie. Mais en plus, c'est clair qu'au niveau hygiène, ça doit en plus être une bonne pratique, je pense. Exactement. Et puis si en plus c'est agréable, pourquoi pas. Erwan, de ton côté, avec le jockstrap, comment ça se passe niveau érection, éjaculation? La méthode thermique ne perturbe pas le système hormonal et du coup, on conserve la même libido. D'ailleurs, c'est pour la même raison Ah oui. qu'au niveau de la vasectomie, on n'a pas de difficulté puisque les testicules continuent de fonctionner et donc de produire les mêmes hormones qui continuent de circuler dans tout le corps par le système sanguin. Avec la méthode hormonale, où là on va utiliser une injection d'un dérivé de testostérone, ça peut avoir comme effet une augmentation de la libido. En tout cas, voilà, il n'y a aucune D'accord. de ces méthodes qui ne nuit ni à la libido, ni à la capacité à bander, ni voilà, rien de tout ça. Alors, tout à l'heure, Fab, tu parlais de la quantité des spermatozoïdes dans le sperme. Alors, ça dépend d'une personne à une autre et de tout un tas de facteurs, la fatigue, le stress, l'alimentation, etc. Mais effectivement, les spermatozoïdes, c'est de l'ordre de 1 à 2% du volume du sperme. Le reste, ce sont des liquides qui sont produits par la prostate pour les 2 tiers et les vésicules séminales pour le 3e tiers. Donc, on peut intervenir au niveau des testicules, ça ne va pas changer fondamentalement la composition et le volume de l'éjaculat. Parce que c'est très important pour les mecs d'avoir des spermes, tu vois, un sperme qui soit volumineux. Et on peut dire merci au porno. Voilà, On peut dire merci au porno mainstream. du coup, C'est clair. rien, la consistance, la couleur, l'odeur, etc. C'est imperceptible. Il faut un microscope pour pouvoir faire la différence. Ouais, mais tu sais, c'est toujours pareil, c'est dans l'imaginaire. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça va faire de moi? Et pour le coup, autre question encore que je pose à vous deux, dans le sens inverse maintenant. Alors, la perception peut être différente parce que toi, j'ai bien noté la différence entre contraception et stérilisation que j'avais pas noté, tu vois, avant. Et je trouve ça très intéressante. Toi, Erwan, est-ce que tu te sens moins
mec avec tous les grands stéréotypes sociétaux qu'il peut y avoir derrière, hein. Je parle pas de toi, ta perception de ta masculinité, on pourra faire un autre épisode là-dessus. Mais est-ce que toi, tu te sens moins mec, est-ce que ça change quelque chose vis-à-vis de ça? Ou est-ce que tu as une crainte vis-à-vis de ça? Moi, de toute façon, justement, cette assignation à la masculinité et même cette course vers une masculinité hégémonique, là, le virilisme, c'est un truc qui m'a toujours pesé. Du coup, je suis pas la meilleure personne pour parler de ça. En tout cas, peut-être que justement le fait que c'est pas quelque chose à quoi je sois attaché a fait que pour moi ça a été particulièrement hyper simple. Et même pour moi c'est important de pouvoir remettre en question ces injonctions à ce virilisme. Et je me sens justement, c'est une manière d'affirmer une autre manière de vivre mon corps, ma sexualité, mes interactions sociales, etc. Il y a d'autres manières de faire que ce stéréotype pesant, quoi. En tout cas, je voulais revenir vite fait sur l'histoire de la stérilisation. Il est bien écrit dans la loi de 2001, la loi Aubry, qu'il s'agit d'une stérilisation à visée contraceptive. Et ça, c'est vraiment un truc franco-français de considérer que la stérilisation n'est pas une contraception. C'est une contraception définitive, certes, mais c'est une contraception. Mais c'est une contraception. C'est un choix. D'accord ? C'est ça. À partir du moment où on fait le choix de ne plus procréer, c'est de la contraception, que ce soit définitif ou temporaire. Bah d'ailleurs, tu signes une décharge, hein, tu vois, auprès du chirurgien et tout. C'est encadré, quoi, tu vois. Ouais, histoire de dire que tu peux pas te retourner contre lui en disant oh, il m'a opéré contre mon gré. Il m'a coupé les couilles et je voulais pas, en fait. Et toi alors, pour le coup, Fabrice, est-ce que tu te sens toujours comme un vrai mec, un bonhomme, un gars qui en a, tu vois? Ah ouais, alors ça, bon, t'imagines bien que vraiment. Alors, attention, on sait très bien, les gens qui nous écoutent savent très bien que tous ces stéréotypes à la con que je suis en train de dire, c'est pas du tout à l'ordre du jour hein, dans le truc, mais c'est aussi pour s'ouvrir à d'autres mecs qui pourraient nous écouter et qui sont peut-être très très dans ces stéréotypes pour leur montrer que ça va les mecs et que nous aussi on est des mecs. En fait, je trouve qu'il est temps de se débarrasser de la vieille image du mec qu'avait mon père, en fait. Tu vois, mon père aujourd'hui, il a 75 ans, il a grandi là-dedans, avec les Lino Ventura, les Jean Gabin, les bonhommes, quoi, tu vois. Et que ce truc-là, il est un peu éculé. Et aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment temps de réinventer justement une nouvelle forme de masculinité. Et pour moi, l'un des trucs forts de la masculinité, c'est aussi, enfin, d'une manière générale, c'est une valeur forte d'avoir ce truc de responsabilité, de courage, de prendre sa part du truc. Et pourquoi pas l'adapter à la contraception, en fait? C'est pas parce que ça fait justement, comme on disait tout à l'heure, ça fait des centaines, des millénaires que la contraception est un truc de femme, qu'aujourd'hui, en tant que mec, on peut pas se dire: pourquoi pas réinventer une nouvelle forme de contraception et de prendre en tant que gars, en tant que bonhomme, une part, sa part à soi aussi. Même si, de mon point de vue, j'ai toujours ce truc où je me dis, en tant que meuf, est-ce que je laisserai, la possibilité aux gars de prendre, cette part-là? Parce que quoi qu'il arrive, à la fin, ça finit par être toi, en tant que femme, qui paye, le prix dans ton corps, si tu veux. Nous, on est toujours très, très extérieurs. C'est une vraie question aussi sociétale qui mérite d'être posée, quoi. Mais non, pour répondre à ta question, moi ça fait 25 ans que je bosse à destination des femmes et des jeunes femmes d'une manière générale. Donc si tu veux, tout ce truc de bosser, enfin tu vois, d'avoir cette image du mec, c'est un truc qui est un peu, depuis que je suis tout jeune, quoi, tu vois? Ça me perturbe un petit peu, je ne comprends pas. Et au contraire, je trouve que c'est cool pour moi de me dire: «OK, aujourd'hui, j'ai une vasectomie» et en fait, ça me permet de pouvoir, prendre ma part de la contraception, quoi. J'ai une dernière question, Erwan aussi, parce que tu l'as évoqué très brièvement tout à l'heure.
il y a une autre méthode qui existe, qui est la méthode hormonale, c'est ça? Je sais que c'est pas notre sujet prioritaire, mais bon, si on pouvait faire un petit tour de cette méthode brièvement. En quelques lignes, en maintenant un taux élevé de testostérone dans le sang, on fait croire au cerveau que, alors en fait c'est le complexe hypothalamo-hypophysaire, mais on va faire simple, on va dire le cerveau. On fait croire au cerveau, fait croire au cerveau que les testicules sont en train de produire vraiment beaucoup de spermatozoïdes, d'accord? Et du coup, puisque le cerveau a cette information-là, ben, il leur envoie l'information d'arrêter de produire, d'accord? D'accord. Donc, ce qu'on fait, voilà, c'est que on va par des injections intramusculaires hebdomadaires maintenir un taux élevé de testostérone qui bloque la production de spermatozoïdes. Ça marche pas pour tout le monde parce qu'il y a des facteurs génétiques qui interviennent. On sait que ça marche quasi à 100% sur les populations asiatiques, africaines. Ça marche à 60% sur les populations européennes. Mais il y a des gens, voilà, chez qui ça marche très bien. Alors, pour le moment, cette méthode, elle est peu prescrite en France. Elle est validée. Alors, l'OMS reconnaît ce protocole qui a été testé depuis 1994. En France, il n'y a toujours pas d'autorisation de mise sur le marché pour cette substance. Mais il n'empêche que un médecin peut prescrire peut choisir de la prescrire hors AMM. Et voilà, ça coûte 10 € l'ampoule, donc ça fait 40 € par mois pour pouvoir bénéficier de cette méthode. Les risques d'effets secondaires sont les mêmes que les méthodes hormonales pour les femmes, et je parle bien de risques d'effets secondaires parce qu'il y a des gens qui vont les percevoir beaucoup, d'autres qui vont pas les percevoir du tout. Donc là aussi, c'est vraiment très dépendant, et tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas. Les petites différences, c'est que la prise de masse, si on a une activité physique, ça va être de la masse musculaire qui va être prise plutôt que de la masse graisseuse. Et puis la libido qui va avoir tendance à augmenter, et ça en général ça fait sourire. En fait, les retours d'expérience qu'on a, c'est que c'est pas forcément évident à gérer dans la relation. Donc il y a un petit calage à faire au début pour prendre conscience de ça et apprendre à le réguler, quoi. C'est une bible, Erwan. Merci beaucoup. Si je devais résumer, moi, ce que je comprends, c'est que l'important, alors à part pour la vasectomie, où clairement c'est un choix qui est quand même très définitif, pour les autres méthodes, l'important, c'est d'essayer, de se faire accompagner, de se faire confiance, de communiquer aussi avec son ou sa partenaire. C'est vraiment l'essentiel, c'est qu'on peut essayer, quoi. On peut tester et pas avoir peur de quoi que ce soit, en fait. Et si on a peur, bah voilà, il y a des gens qui utilisent déjà ces méthodes et qui peuvent déconstruire ces a priori qu'on a. Nos partenaires qui aujourd'hui prennent en charge la contraception, elles ont à faire face à des difficultés qui sont, à mon avis, plus importantes que ce que nous on a à faire quand on choisit de s'en occuper. Ouais, carrément. Et ben écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Moi, je ressors de là en me disant bon, alors attends, faut que je m'achète une machine à couture, faut que j'aille vite vous voir vers Toulouse, c'est ça? Erwan, vous êtes vers Toulouse, Garcon? On est alors par exemple, donc nous on a créé l'asso à Toulouse, mais il y a une antenne là qui s'est mise en place à Lille, donc Garcon 59 existe. Et là, au cours de la rencontre nationale qui vient d'avoir lieu là du 25 au 27 septembre, on a proposé aux gens que ça intéressait de venir voir ce qu'on faisait, comment on le fait. Et donc, il y a des gens qui sont venus apprendre à fabriquer ces dispositifs, et puis aussi avoir les informations qui permettent d'accompagner correctement les gens qui viennent. Forcément, en un week-end, c'est trop court, mais voilà, on a posé des bases, et puis avec les moyens de communication qu'on a et le fait que je me déplace facilement, on est en train de multiplier ces initiatives locales. Donc si vous avez envie que ça existe par chez vous et qu'il n'y a rien, eh ben, il suffit de nous contacter, de nous dire que ça vous intéresse, que vous avez envie de vous rendre un petit peu disponible, non seulement pour que vous puissiez y accéder, mais également les personnes qui vivent dans la même ville que vous. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à faire avancer cette problématique. Et donc Garcon, on vous retrouve sur Instagram? Alors on a un site internet, garcon.link, un compte Instagram, une page Facebook. Toujours le même nom.
Ok, super, nickel. Tu mettras dans les notes de l'épisode, Cédric? Oui, on mettra tout ça dans les notes. Et écoutez les gars, je crois qu'on a quand même bien fait le tour. Donc merci beaucoup Erwan, merci beaucoup Fabrice. Je vous laisse dire un petit au revoir et puis on va se quitter là-dessus. Merci pour l'invitation. Au plaisir. Merci les gars, Quand vous voulez. au plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.